bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, la chaîne d'information internationale en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ce matin. Nous allons parler de l'actualité. L'actualité, bien évidemment, en Congo-Brazzaville, avec ces manifestations qui ont tourné à l'affrontement, laissant sur le carreau 4 Brazzavillois. Nous parlerons aussi de cette gare routière pour ce qui est de l'actualité au Cameroun, cette gare routière de Sodiko qui est désormais le lieu par excellence indiqué pour tous ces voyageurs qui voudraient se rendre dans les régions du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest. C'est une décision récemment prise par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, avant d'être promu ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Nous parlerons aussi d'autres faits d'actualité pour ce qui est notre page spéciale consacrée à la présidentielle. Cette présidentielle au Burkina Faso qui est annoncée pour le 29 novembre avec des partis politiques proches de Blaise Compaoré qui annoncent déjà des alliances avec certains candidats en course pour cette présidentielle. Il faut signaler qu'ils sont 14 au départ. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire où tout le monde voudrait que cette présidentielle du 25 octobre se déroule dans la paix, sans toutefois oublier la République centrafricaine avec cette sortie du Conseil de sécurité des Nations Unies qui voudrait que les élections se déroulent avant cette fin d'année. Voilà pour le sommaire de cette matinale de l'information. Et tout de suite, sans transition, Serge Bondier, bonjour. Bonjour le régional Dieu, madame, monsieur, bonjour à vous. Alors, avant que Betty Assomo Joseph ne soit porté ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, il avait signé un arrêté demandant à toutes les agences de voyage qui desservent, n'est-ce pas, les régions du sud-ouest, du nord-ouest et de l'ouest de retrouver le site de Sodiko. Et depuis lors, c'est véritablement une campagne de casse qui est engagée sous la houlette du préfet du département du Vouri pour contraindre ces transporteurs à regagner ce site. À regagner le site, bien sûr, ce sont des décisions qui ont été prises par le préfet sous la houlette du gouverneur, donc ex-gouverneur, désormais ministre en charge de la Défense, je l'ai rappelé. Ces décisions entrent dans le cadre de la plateforme de lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique du Cameroun, Douala. On les a vus à l'œuvre depuis quelques temps, mais il fallait, en principe, mettre en évidence ce qui a été décidé par les autorités administratives pour embellir la ville et surtout permettre d'avoir des espaces réservés notamment au transport. On l'a vu depuis hier, depuis quelques temps d'ailleurs dans la ville. Le préfet Nazaré Paul Beya est donc passé à l'acte. Il est allé détruire donc quelques espaces, ces agences de voyage là qui ne respectent pas la réglementation, alors la loi mise en vigueur par les autorités administratives de la région du littoral. Et puis l'une des premières décisions fortes a été l'interdiction même de ces agences de mettre en route des voyages, des bus ou alors des cars qui partiraient des régions du sud, du sud-ouest, nord-ouest et de l'ouest de Cameroun. Interdit de traverser le pont sur le fleuve Vouri. C'est une décision qui a été prise et mise en application depuis hier soir. Donc, toutes les agences de voyage en provenance de ces différentes régions suscitées vont donc s'arrêter et aller rejoindre le site qui a été réservé à cet effet. C'est le site de Sodiko, une autre gare où d'ailleurs se déroule un autre spectacle sans appel. Donc pour l'instant, la décision a été prise et un tour fait dans ce site depuis hier soir aux environs de 22h, 23h. On a une pléthore de bus stationnés là-bas, mais des problèmes se posent avec acuité. Alors, vous parlez des problèmes qui se posent. Vous avez évoqué, pendant que nous préparons ce programme, l'insécurité, le cadre qui n'est pas assez éclairé. Et pourtant, c'est une vieille gare routière qui existe et qui avait, n'est-ce pas, toutes ces infrastructures pour être véritablement opérationnelle. Et véritablement, c'est une gare routière qui a existé pendant bien longtemps, mais le problème d'entretien et surtout de conservation des acquis sur cet espace s'est avéré être une situation difficilement perceptible par les usagers, notamment les responsables à charge donc des transports, et puis pourquoi pas les transporteurs eux-mêmes, au départ qui avaient bien entendu accepté pour la plupart ce site, mais ont quitté le site parce que les problèmes de sécurité se posaient et aussi des problèmes de mise en place et de mise en forme même réelle.
parce que là-bas, les transporteurs avaient du mal à se déployer sur le site. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces transporteurs ont quitté le site de Sodiko à Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e, pour se retrouver un peu partout à Douala, Douala 2e, Douala 3e, voire Douala 1er, où des agences de voyage de manière sporadique se créaient un peu partout. Ceci au vu et au su des pouvoirs publics sans que personne ne réagisse. Aujourd'hui, les problèmes sont clairs, pas d'éclairage, pas de sécurité dans ce site. Les gens se posent bien des questions si c'est dans cette perspective qu'on pourra évoluer au sein de la gare de Sodiko. On est même allé hier jusqu'à constater que là-bas, on a du mal à pouvoir mettre en application les mesures prises pour la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Les détecteurs de métaux ont du mal à être contournés. On ne sait pas véritablement comment faire. Donc on entre et ressortent des bus sans véritablement être surveillés parce que c'est dans l'obscurité, pratiquement l'obscurité totale. Mais d'autre part aussi, il y a eu du mal à pouvoir sensibiliser, à pouvoir encadrer même ces transporteurs et ces personnes-là qui prenaient pour la plupart, donc la première fois, donc leur bus sur ce site-là. Et puis il faut aussi souligner que les espaces qui étaient réservés autrefois, on a le cas du quartier Bipanda à Douala, beaucoup d'usagers, beaucoup de Camerounais sont allés là-bas aux environs de 22h, 23h, essayaient même d'emprunter leur bus habituellement, mais ils s'étaient fait enregistrer avant. Mais la surprise a été grande de leur annoncer sur place que les bus en provenance de la région, les régions qui ont été annoncées, ne viendraient plus par ici. C'est la question donc de se retrouver du côté de Bonaberi. Vous imaginez un peu ce que ça a pu créer comme désagrément au niveau de déplacement. Et puis, dans cette même veine, ils ont eu du mal à pouvoir aller Bonaberi. Pas de taxi. Beaucoup sont partis, même de Bepanda pour Bessengue pour Rond-Point d'Edo. C'était vraiment pénible hier pour retrouver ce site. Mais je pense que progressivement, ça va s'annoncer. Et il y a également des perspectives. Il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce. On en parlera dans un petit instant pour les populations de la ville de Douala. Alors, il faut dire également qu'on peut faire des omelettes sans casser les œufs et que ce sont des actions de développement. Les populations gagneraient à être informées. Il y a également ce problème, cette question d'information. Alors, nous, au Cameroun, nous ne sommes pas tellement informés sur des sujets qui encadrent notre vie au quotidien. Forcément, des sujets qui restent parfois dans les tiroirs. Les gens ne sont pas beaucoup informés. Est-ce que c'est pas si on donne l'impression. Les journalistes qui les journalistes ont l'occasion à passer le message, à informer les populations que des mesures ont été prises, à de la bonne information, que de passer le temps à pleurnicher, qu'il y a des casses, que les gens n'arrivent pas à trouver le taxi. Est-ce qu'il n'est pas temps que la sensibilisation soit de plus en plus accrue? Pour le cas d'espèce, on a donné des raisons pour lesquelles les gens ne voudraient pas aller là-bas sur ce site. Les problèmes de sécurité se posaient, les pouvoirs publics doivent prendre en main leurs responsabilités et puis en même temps les problèmes d'éclairage. Donc ce qui s'est déroulé hier soir, c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui rendre comme élément d'information. Mais ce qu'on peut aussi avoir l'occasion de dire aujourd'hui, c'est que c'est une exclusivité. D'ailleurs, ce Canal 2 Info ce matin, c'est que les pouvoirs publics du Cameroun, notamment la primature, a eu l'occasion de donner l'exclusivité à un opérateur dont on va taire le nom ici, qui a mis sur pied un vaste programme de modernisation de la gare routière Sodiko de Bonaberi dans l'arrondissement de Douala 4e, un programme assez vaste qui a un coût global de 2 milliards 150 millions de francs CFA qui va constituer non seulement une véritable gare moderne avec des infrastructures, avec des espaces de stationnement, avec des garages, des restaurants et ainsi de suite et des espaces qui pourraient être exploités par les agences de voyage. Donc c'est un projet assez houleux, assez très important. C'est pas pour rien que les pouvoirs publics demandent à tous de rallier. Serge Bonger, nous sommes une chaîne d'information et l'information, donnez-nous-la. Alors, c'est quelle société, c'est quelle entreprise? Si c'est un consortium, ce sont des étrangers, ce sont des Camerounais, c'est important. Vous savez, il y a un concessionnaire qui était installé avant pour la gestion donc, de ce marché de Sodiko. On ne voudrait pas citer ici pour éviter qu'il y ait des évidences, parce que ça n'a pas été facile, vu que ce marché n'a pas forcément fait l'objet d'un appel d'offres. Et on a sollicité simplement on a sollicité l'apport de cet opérateur économique et qui a décidé donc pour l'instant de requérir l'anonymat. C'est pourquoi on dit que ce Canal 2 Info, on sait quand même que c'est un projet assez vaste qui va aider. C'est un Camerounais qui est donc à la tête de ce projet, voilà, qui vise à moderniser cette agence de voyage. 2 milliards 150 millions. Merci Serge Bonger pour cette information et surtout ces montants qu'il faudrait retenir ce jour. 2 milliards 150 millions de francs CFA pour réhabiliter cette gare routière de Sodiko pour permettre désormais à tous les passagers désirant, bien évidemment, se rendre dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest et dans la région de l'ouest, de pouvoir voyager dans de très bonnes conditions. Merci d'être venu et très bonne journée.
Bonne journée à vous. Alors, Elie Smith, le Cameroun qui a engagé un certain nombre de projets structurants, parmi lesquels cette modernisation de sa gare routière Est, qui va permettre aux voyageurs de cette partie du Cameroun de pouvoir voyager à l'aise. Ça fait plaisir. C'est quand même ce qu'on voit partout lorsque vous voyagez dans d'autres pays, que le Cameroun voudrait expérimenter. Exactement. Vous avez le cas, par exemple, du Nigeria, dans sa capitale Abuja. Les bus ou des transports qui viennent d'autres régions de la fédération n'entrent pas au centre-ville, ils sont en banlieue. C'est un avantage parce que ça crée des problèmes économiques aussi, des avantages économiques parce que les taxis et les autres vont y aller. Donc je pense que les Camerounais doivent respecter au lieu de se protester chaque fois. Si on veut devenir un pays dit émergent, il y a des petites choses qui contribuent à l'émergence. Bon, ce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que le Premier ministre décide de nommer quelqu'un sans appel d'offres, 2 milliards 150 millions de francs CFA, c'est gros. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence dans ce genre de système. Je pense, comme vous avez bien dit, nous sommes une chaîne d'information. Il faudra que quand on a le nom de ce monsieur ou de cet opérateur économique, on le met à disposition des Camerounais pour qu'on sache comment le Premier ministre a-t-il fait pour lui donner, est-ce qu'il a respecté les règles dans l'octroi de cet contrat de modernisation. Nous voulons que ça soit moderne, mais il faudra que ça soit dans la transparence. Chaque jour, nous accusons le président ici. Il ne faudra pas que c'est lui aussi ou son Premier ministre qui crée le désordre. Ou ses proches collaborateurs. Mais ce qui est sûr, c'était que ce marché est passé dans des conditions normales. Alors, un autre pays qui voudrait véritablement être émergent, c'est le Mali. Le Mali avec son président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est donc en ce moment du côté de la France, où il va rencontrer François Hollande pour essayer de discuter des questions économiques. Il voudrait d'ailleurs que la France accorde une certaine aide substantielle au Mali pour son développement. On parle de 300 millions d'euros. Patrick Dobo, bonjour. Bonjour Louis Loger. Alors je vous accueille avec cette actualité, avec IBK qui est allé demander un peu d'aumône à Paris. Oui, effectivement, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est à Paris depuis hier. C'est pour une visite d'État de 2 jours. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend à Paris, mais cette fois-ci, il y a une solennité avec tout le faste que cela peut être indiqué. Vous avez parlé de 300 millions d'euros. Ce sera pour la période 2015-2017. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que dans la relation entre le Mali et la France, Paris est considéré un peu comme l'allié fidèle, mais surtout financier. Donc les deux F vont de pair. Boubacar Keïta va donc à Paris pour solliciter cette aide-là, consolider aussi la relation sur le plan de la coopération militaire. Vous savez bien que du côté du Mali, la présence française est indéniable avec finalement cette opération qui avait permis de mettre en déroute, même si c'est une déroute aujourd'hui approximative, n'est-ce pas, les bandes armées dans le nord Mali, qui continuent quand même de sévir là-bas, même si la partition du pays n'est plus celle qu'elle aurait pu être avec la percée qu'on avait connue des Touaregs. Donc, il y a aussi ce qui est très important au cours de cette visite, la conférence des bailleurs de fonds pour la relance, n'est-ce pas, de l'économie malienne. C'est très important. Le Mali continue de faire face à cette question sécuritaire dans le nord, mais la symbolique de cet autre déplacement se situe aussi au niveau de la présence de certains leaders, n'est-ce pas, des groupuscules armés du Nord qui ont signé le récent accord de paix avec la capitale Bamako. Donc, c'est 2 jours de visite intense qui vont certes voir le président malien avoir un tête-à-tête avec son homologue français François Hollande. Il aura aussi un entretien avec le ministre de la Défense, mais c'est surtout le microcosme français sur le plan de la capacité des investisseurs français à revenir au Mali, à reprendre la destination du Mali en termes d'investissement, qui sera aussi un enjeu majeur au cours de cette visite. Alors, un autre enjeu majeur, c'est donc cette crise qui secoue aujourd'hui le Congo-Brazzaville, qui est à quelques jours de son référendum constitutionnel. Et un référendum constitutionnel qui n'est pas du tout accepté par l'opposition. Il y a eu des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre, des affrontements qui ont laissé sur le carreau 4 vies humaines. Alors, Elie Smith, est-ce que l'on ne s'achemine pas vers un report de ce référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville au regard de la situation qui prévaut? Je pense que l'idéal, la raison serait bonne que
ont plus retiré même complètement cette proposition de référendum, que le président de la République congolaise respecte la Constitution. Nous avions dit ça ici, et parce que déjà quand son armée, sa police commence déjà à tuer, parce qu'ils ont tué les innocents qui sont en train de manifester, c'est quand même pas bien. Et ce qui est catastrophique pour M. Denis Sassou Nguesso et qui est honteux pour l'Afrique, voilà ce monsieur qui serait le représentant de l'Afrique au COP 21 en Afrique. Vous allez voir que l'Afrique va se faire représenter par quelqu'un qui a les mains pleines du sang des Congolais innocents. Ça ne serait pas bien qu'il représente le continent africain avec les mains pleines de sang. Maintenant, je pense, comme on a dit hier, il a dû mépriser la capacité de mobilisation du peuple congolais, l'opposition et la société civile, qui renaît, c'est un peu comme dans les années 90, avec toute sa fougue, dont le président de la République du Congo doit être humble, et qu'il faut une stabilité au Congo-Brazzaville. Contrairement à ce que les gens pensent, on dit qu'il a ses partisans. Il n'a pas de partisans. Au Congo, je crois que 50% des Congolais ou plus sont pour le respect de la Constitution. Et ce que le président de la République congolaise a fait, c'est de faire venir les Aïrois, les gens de la République démocratique du Congo, pour venir massivement. Et c'est les mêmes gens que la République du Congo a humiliés il y a presque une année. On a tué les Aïrois en masse au Congo dans les expulsions sauvages qui a été menées par le chef de la police congolaise, qui est le général Jean-François Ndengue. C'est quand même malheureux pour que le Congo-Brazzaville, que le Denis Sassou Nguesso a quand même fait des grandes réformes au Congo en termes infrastructurels. Il a mis les bases. Si le Congo aujourd'hui, quand vous arrivez dans les aéroports comme Maya, c'est extraordinaire. Le Cameroun n'en a pas. Ils ont ça peut-être 9. Il a conçu des routes du nord du Congo jusqu'au sud. Je pense que c'est quand même malheureux pour un monsieur comme ça d'être humilié et de détruire le patrimoine qu'il a installé au Congo. Alors, certaines personnes, certains observateurs parlent d'un coup d'État constitutionnel et certains sont engagés à faire obstacle à ce processus et sont déterminés. Il y a d'ailleurs l'un des partis politiques d'opposition, le tout premier, qui demande d'ailleurs aux Congolais de descendre en masse pour s'opposer à ce référendum. On sait dire que l'on s'achemine certainement vers une situation de crise qui sera très difficile à régler dans les tout prochains jours. Patrick Christian, d'abord. Écoutez, lui, Roger, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes pratiquement tous d'accord, c'est que ce référendum est véritablement un référendum de peur. Peur sur le référendum, j'ai envie de titrer, du côté du Congo-Brazzaville. Mais je reste surtout sur le constat des faits de ce côté-là. C'est vrai qu'au référendum constitutionnel prôné par le gouvernement et notamment le camp Denis Sassou Nguesso, l'opposition répond à une tentative de coup d'État constitutionnel. Opposition dans la considération. Et maintenant, on vit une espèce d'insurrection. L'opposition dit vouloir mener et être en train de mener une insurrection pacifique. Le parti au pouvoir dit insurrection organisée et savamment coordonnée. Nous sommes dans une espèce de jeu de mots de ce côté-là. Mais ce qui est clair, c'est que depuis 1990, Smith le disait, on n'avait pas connu pareille mobilisation, en tout cas venant du camp de l'opposition du côté du Congo. Il faut dire aussi que pendant qu'il y avait cette oppression, n'est-ce pas, de cette manifestation de l'opposition, le camp présidentiel, lui aussi, a manifesté samedi. Donc, on n'en parle pas trop, mais avec autorisation. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut quand même pas prétendre que Sassou Nguesso n'a pas de partisans. Parce que ce qu'il faut dire, même à coup de pétrodollar, il y a des partisans dans le camp présidentiel. S'il fallait même être totalement sceptique. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on commence à avoir des pertes en vies humaines. Et là, ça commence à être problématique. Et on va toujours se poser la question de cet éternel entêtement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver une autre possibilité pour que le Congo survive aux personnes? C'est de ça qu'il s'agit. Autant le camp présidentiel que l'opposition, il faut bien repenser à l'avenir et à la paix dans ce pays qui a souffert déjà d'une guerre civile assez atroce. En tout cas, nous avons une édition spéciale pour parler du Congo-Brazzaville largement, avec cette peur sur le référendum constitutionnel qui sera conduit par Patrick Christian d'abord. Alors, Elie Smith, vous brûlez d'envie de dire quelque chose au sujet de cette crise, ou alors vous voulez qu'on évolue parce que... Oui, je voulais juste répondre à Christian. Quand le président Denis Sassou Nguesso, c'est normal, il a des partisans. S'il n'a pas peur
pourquoi il a fermé une partie de la ville hier et accepté que dans une autre partie de la ville, ce sont ses partisans. Si vous êtes sûr de vous-même, laissez que les partisans s'expriment. Pourquoi se fait-il qu'il donne 20 000 francs à tout le monde avec un t-shirt pour venir manifester? Donc je pense que le président Denis Sassou Nguesso, c'est quand même malheureux pour quelqu'un de sa trempe. Je vous ai dit hier, voilà un grand homme, c'est l'un des grands leaders de ce continent. Il va se faire humilier et sortir peut-être par la petite porte. Alors, une autre situation de crise qui suscite l'attention de la communauté internationale et surtout de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est bien le Burundi, avec cette situation de crise, avec des assassinats qui se multiplient. C'est l'Ouganda qui annonce la reprise du dialogue pour essayer d'amener, n'est-ce pas, toutes les différentes parties impliqués dans la crise au Burundi à se retrouver autour d'une table. On annonce d'ailleurs même qu'il y a des listes qui sont en train d'être peaufinées pour sélectionner véritablement les personnes qui devraient prendre part à cette autre rencontre du côté de Kampala, sous la présence bien évidemment de Yoweri Museveni, le président ougandais. Alors, comment analysez-vous cet autre rebondissement de la crise au Burundi, Patrick Nissandovo? Oui, au moment où le président Yoweri Museveni a ordonné le retrait de ses troupes du côté du Soudan, il reprend, n'est-ce pas, le bâton de pèlerin pacifique. Vous savez, dans l'Afrique de l'Est, le président Museveni est comme un peu, on va dire, le régulateur, n'est-ce pas, et l'homme qui se retrouve finalement peut-être pas impliqué, mais avec un regard sur presque tous les conflits, n'est-ce pas, de la région des Grands Lacs. On avait espéré finalement cette médiation aboutir avant, n'est-ce pas, les élections. Cela n'a pas été le cas. Maintenant, si cette médiation-là peut permettre de revenir à la paix du côté du Burundi, ce n'est que de bon ton. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de griefs contre le camp présidentiel et notamment le président Pierre Nkurunziza, parce que le déclenchement de tout ce qui se vit aujourd'hui, même s'il y avait d'autres intentions, reste et demeure autour de la pierre d'achoppement qui est cet entêtement à aller vers un troisième mandat. Maintenant, il y a que si la volonté, le principe est acquis de part et d'autre, il y a quand même que le ministre des Affaires étrangères du côté du Burundi estime que la confection des listes dont vous parlez ne fait forcément pas l'unanimité. On semble ne pas avoir une espèce de concertation. Et, je le cite, ce qui se fait sans nous est forcément contre nous. Est-ce que ce ne sera pas là l'objet d'une autre dissension autour de cette médiation amorcée? Kampala se dit prêt à recevoir les premiers pourparlers d'ici novembre, en attendant que cette liste éventuellement ne fasse consensus. Ce qu'on peut espérer, et ça on le dit toujours, partout où il y a des étincelles de conflit, la moindre petite possibilité qui puisse permettre d'aller vers la paix, la concertation, le dialogue, il va falloir y foncer. Et j'espère que ce sera le cas du côté du Burundi. Alors, Elie Smith, c'est quand même une autre voie de sortie de crise, hein? Exactement, c'est une autre voie de sortie de crise. Je pense que l'issue, c'est qu'il faut que M. Pierre Nkurunziza reconnaisse que c'est lui qui est l'acteur majeur de cette crise au Burundi et qu'il se retire. Donc, il respecte la Constitution, il respecte l'esprit des accords de Arusha. Et quelqu'un qui voudrait respecter les accords de paix d'août dernier au sud du Soudan, c'est bien évidemment l'Ouganda, dont parlait tout à l'heure Patrick Nissandovo, qui ont décidé de retirer ses troupes à Bok, qui est une ville stratégique. Vous qui maîtrisez bien la géographie du sud du Soudan, on parle de pratiquement 10 000 soldats qui vont donc progressivement se retirer de cette partie assez stratégique avant que le vrai, ou alors le principal challenge du président Salva Kiir, Riek Machar, ne fasse son retour. Oui, c'était une des conditions sine qua non, n'est-ce pas, des accords du 26 août sous l'égide de l'ICAD, n'est-ce pas, l'Organisation intergouvernementale de l'Afrique de l'Est. Il fallait à tout prix, n'est-ce pas, que les forces de Kampala se retirent de la capitale Djouba, sous peine d'être considérées comme étant finalement l'obstacle à la paix. Et quand on sait que les États-Unis, parrains de l'indépendance, n'est-ce pas, du Sud-Soudan, les Nations Unies se sont impliquées. Il y a la Belgique dont on ne connaît véritablement pas le rôle autour de cette crise, qui est quand même partie prenante avec l'Union européenne. On parle beaucoup de la Belgique, mais on ne voit pas encore très bien le rôle. Il devrait avoir des choses diplomatiquement qui ne sont pas encore dévoilées. Mais il était important pour les troupes de Kampala de se retirer parce qu'un premier contingent de 3000 hommes avait été mobilisé en décembre 2013 lors du déclenchement
n'est-ce pas, de ce conflit entre Riek Machar et le président Salva Kiir. 7000 hommes ont été renvoyés en renfort en février. Un contingent de 10 000 hommes, ça fait beaucoup. Et on peut dire que le président Salva Kiir s'est appuyé sur cette alliance avec Kampala pour finalement réussir quand même à juguler les prétentions des généraux du camp Salva Kiir qui voulaient revenir, n'est-ce pas, dans Djouba. Et malheureusement, ça a causé beaucoup de drames. Aujourd'hui, Kampala annonce le retrait qui a commencé de ses troupes, un retrait qui devrait prendre fin, d'après le chef d'état-major, en novembre, début novembre. C'est pour signifier finalement la volonté de Kampala d'être dans le registre de la paix. Mais est-ce que le retour de Riek Machar dans la capitale Djouba va finalement apaiser les tensions? On parle d'une force tampon neutre qui devra se retrouver du côté de la capitale Djouba. On va attendre de voir d'ici novembre si le retrait sera effectif et total, et après de voir comment est-ce que la cohabitation entre ces frères ennemis, je veux dire Salva Kiir et Riek Machar, va devoir finalement se passer. Alors si au sud du Soudan, l'on se bat pour qu'il y ait un retour au calme et que le calme de la paix puisse être fumé par les différentes parties en conflit. Du côté de la Zambie, le président appelle quand même une journée de prière nationale. Eli Smith, c'est quand même des contradictions que l'on vit sur le continent africain. Exactement. On a un peu parlé de ça une fois ici. C'est grâce à... La cause est simple. C'est la crise économique et la crise énergétique qui frappe de plein fouet la Zambie. Ici au Cameroun, souvent on se plaint de AS Sonel, mais si vous étiez en Zambie, je ne sais pas. Eneo, pardon, on se plaint souvent de Eneo. Si on était en Zambie, vraiment, ça devait être catastrophique. Mais en fait, le problème de la Zambie, c'est quoi? C'est que la Zambie a, comme beaucoup de pays africains, c'est les pays qui exportent les matières premières. Et la matière première principale d'exportation zambienne, c'est le cuivre. Et le cuivre, le principal importateur du cuivre, c'est qui? C'est la Chine. Et quand la Chine, qui importe 70% du cuivre mondial, a une certaine, pas une crise économique, c'est contrairement à ce que les gens disent, un réajustement de son économie. Donc ça fait que il y a des problèmes. Voilà, vous voyez, ça c'était l'ancien président zambien, il s'appelle Michael Sata. Ça, c'est un pays aussi où la présidence est un peu comme un poison parce que là-bas, en Zambie, ils ont perdu Frederick Chiluba. Après Frederick Chiluba, c'était Levi Mwanawasa. Après Levi Mwanawasa, c'était le monsieur que vous avez vu à l'antenne, monsieur Michael Sata. Le voilà. Dit le Cobra, parce que c'était un monsieur venimeux dans ses Comme paroles. son nom le dit. Comme son nom, Michael Sata ou Michael Satan, oui. Et Michael Sata est décédé. Et un autre problème, ou un exemple zambien, c'est qu'on peut transposer au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays qui n'aiment pas respecter la Constitution. En Zambie, on a vu comment la transition s'est passée dans le calme. Mwanawasa est mort. Frederick Chiluba est mort. Sata est mort. Il a été remplacé par Guy Scott, qui est un Zambien d'origine britannique. Il n'y a pas eu de problème. Et maintenant, on a le nouveau président zambien qui s'appelle M. Edgar Lungu, qui demande une prière nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'économie qui est en chamboulement, mais aussi parce que la monnaie zambienne, qui est le kwacha, a perdu 70% de sa valeur. Et c'est là où ceux qui sont pour le retrait des pays de la zone CFA peuvent voir que le CFA n'est pas toujours quelque chose de mauvais. On avait un jeune homme qui nous disait ici, le CFA a une stabilité et qui est protégé par les volatilités de l'économie mondiale. Voilà. Alors, on va toujours rester dans cet aspect, sur cet aspect économique, parler bien évidemment de l'Ouganda, qui a vu son taux directeur augmenter. Alors, de combien pour cent et pourquoi cette augmentation? C'est la même chose un peu qui se passe en Zambie. Vu que l'Ouganda, c'est aussi un pays de matières premières d'exportation, principalement le café. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs du café en Afrique. Voilà ce qui se passe. L'importateur qui importe toujours, voilà le problème qu'on a avec la Chine. Quand la Chine a un peu de rhume, tout le monde tousse. Donc, et aussi, un autre problème, c'est que la monnaie ougandaise a beaucoup baissé. Ça fait que quand ta monnaie baisse, quand vous allez pour acheter des choses, ça devient encore plus cher. Au lieu d'utiliser des grands termes économiques, ça devient plus cher. Donc maintenant, pour redonner un peu du tonus à la monnaie ougandaise qui est le shilling, il fallait qu'on augmente le taux directeur pour que ça donne un peu du poids à cette monnaie, pour un peu voir comment contrôler l'inflation qui est en train d'abattre
l'Ouganda. Donc voilà un peu ce qui se passe là-bas à Kampala. Comme quoi on va revenir encore sur le problème du franc CFA. Voilà encore là où le franc CFA gagne du point. Donc je sais que oui. Alors Patrick, question. Non, je voulais juste, oui, à la suite de Elie, c'est vrai que cette séance d'exorcisme à laquelle fait appel le président zambien, elle peut se comprendre. Hein. À un certain niveau, on a des situations économiques, notamment ces pays de l'Afrique australe, où l'industrie minière est quand même le poumon de l'économie. Il va sans dire que le gros acheteur, la Chine, est en train de vivre une passe économique qui se reflète là-bas. Mais je pense surtout que au-delà de ces inflations, de ces récessions, et puis même finalement de la solidité de ces monnaies et de ces économies, il y a la structuration de nos économies. Elles sont parfois trop dépendantes, finalement, des aspirations de l'extérieur. Et je pense que l'Ouganda, comme la Zambie, et peut-être dans une moindre mesure les pays de la zone CFA, vivent les mêmes problèmes liés à la structuration de ces économies-là. Et voilà pourquoi elles sont aussi fragiles au moindre petit soupçon ou bien au moindre petit détail qui vient de l'autre. Alors, nous ouvrons dans une poignée de secondes notre page spéciale consacrée à la présidentielle avant de faire un tour du côté du Canada. Retour sur le plateau de la matière d'information sur Presse devant l'antenne. C'est Canal 2 Info. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, au Burkina Faso, la présidentielle est annoncée pour le 29 octobre, Patrick Christian Dobo. Mais déjà, il y a le Congrès pour la démocratie et le progrès qui annonce il y a un soutien à l'un des candidats à cette présidentielle. C'est quand même un signal assez fort, surtout que cette formation politique est une formation politique proche de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, on va dire parti au pouvoir avant la révolution. De toutes les manières, ce qu'il faut constater, c'est que ce n'est pas un soutien volontaire, c'est un soutien de circonstance. Et c'est un soutien finalement qui peut se justifier par la volonté et la nécessité de ne pas se suicider politiquement. Parce qu'il va sans dire que le candidat Edi Koimboigo de l'opposition, sa candidature en tout cas du CDP, a été rejetée. Donc les 14 candidats qui avaient été annoncés avant le putsch sont ceux-là qui vont compétir. Et dans ces circonstances-là, il est question pour une formation politique comme celle-là de continuer d'exister. Ce soutien n'a pas encore été détaillé. On parle d'une appréciation de l'œuvre au peuple burkinabé, mais il me semble surtout que c'est la volonté de ne pas aller vers un suicide politique. Et dans ce contexte-là, on va simplement observer que du côté du Burkina Faso, des alliances vont se faire. Des alliances qui vont être certainement dans l'optique de garder la main mise dans certaines régions. Parce que vous savez qu'après ça, il y a les législatives. Donc il y a les communales, les élections régionales. Donc forcément, pour un parti comme celui-là, qui avait quand même la même mise en termes de représentativité sur le territoire avant le putsch, il va devoir reconstituer, repenser ses stratégies, reprofiler certaines alliances pour continuer d'exister. Ou sinon, ce sera le suicide politique. On va aller au pas de course avec la République centrafricaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies annonce des sanctions, hein, et vous voudrez même revoir la liste des personnes qu'il faudrait sanctionner en RCA, cette liste qui devrait s'allonger parce qu'on annonce, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous fait savoir qu'on a perçu Bozizé ou certains leaders en République centrafricaine. Ça pose quand même un problème, Patrick Christian Dobo. Ben, écoutez, la République centrafricaine, finalement, nous donne des insomnies et nous donne beaucoup d'équations difficiles à résoudre sur le plan de l'analyse. Autant on fait des analyses, autant on peut être inquiet, autant on peut même les remettre en question au lendemain. Des sanctions des Nations Unies, oui, mais pour quelle efficacité annoncée? On se souvient tout simplement que le Conseil de sécurité, à l'unanimité, a pris cette résolution-là, bien évidemment sous l'égide de la France qui propose ces sanctions-là, à la suite de ces quelques 400 blessés et plus de, finalement, 100 morts qu'on a eu pendant les dernières émeutes. Mais on se pose la question de l'efficacité, n'est-ce pas, des résolutions et même des prises de position du Conseil de sécurité. On parle de sanctions, on parle des personnalités qui seraient interdites de voyager et qui seraient en mouvement. Bozizé en Afrique du Sud,
On sait très bien le rôle que les troupes sud-africaines ont joué avant la chute de Bozizé. Est-ce que Bozizé ne serait pas en Afrique du Sud pour reconstituer ses maillons forts? La question peut être posée. On parle du leader de l'ex-Seleka. Qui serait à Bangui actuellement quand on revoit le regain de tension qu'on a à Bangui? Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on fait beaucoup de discours dans les chambres et dans les salons feutrés et on met de côté la réalité du terrain en RCA et le peuple centrafricain en paye les frais. Voilà. Alors, on va rapidement prendre Aimé Katri Moukouri qui est là pour, en attendant, bien évidemment, que l'on puisse avoir Aimé Katri Moukouri pour essayer de parler de cette revue de presse cybernétique. Alors, il faut dire quand même que le Conseil national, le Conseil de sécurité, autant que moi, de l'ONU exige que les élections puissent quand même se dérouler avant la fin d'année. Est-ce que, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, l'autorité de transition peut réussir ce challenge? Il est évident que l'on connaît déjà le nombre d'électeurs inscrits, on parle d'1,8 million. Oui, bon, on parle de 1,8 million, le Conseil de sécurité s'en félicite, mais autant le référendum que cette élection qui est annoncée, dans les délais, vous et moi, Louis Roger, on en parlait déjà sur cette tribune, est-ce que cela sera possible de manière pratique? J'ai l'impression qu'on continue d'être dans des nuages. Pour décembre, il me semble que le respect et la tenue des délais, des dates, sera assez difficile du côté de la RCA. La revue de presse cybernétique avec Catherine Aimé Moukouri, bonjour. Bonjour Louis Roger. On commence avec le site Burkina 24 qui s'attarde sur la présidentielle de 2015 en annonçant que le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir, participera aux élections du 29 novembre en soutenant un des 14 candidats. Mais auparavant, il dit se tenir à la disposition de la justice pour toute question relative au putsch du 17 septembre. Un putsch que le parti se défend d'avoir soutenu et condamne vivement l'acte causé. Le parti compte justifier de sa bonne foi en se mettant à la disposition de la justice. RFI.fr parle des élections en Côte d'Ivoire en donnant la parole aux candidats. D'après le site, Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre, estime que malgré la puissance de l'appareil RHDP d'Alassane Ouattara en face de lui et certaines dissensions au sein de son propre parti, il croit en ses chances de déjouer les pronostics et empêcher le président sortant d'être réélu. Siméon Kouadio Konan, seul avec Alassane Ouattara, à s'être déjà présenté en 2010 pour les élections présidentielles, espère pour sa part fédérer autour de son nom tous les électeurs ivoiriens déçus par les partis politiques historiques du pays. Toujours au sujet des élections en Côte d'Ivoire, Connexion ivoirienne parle de Charles Konan-Banny, candidat aux élections qui a annoncé avoir dénombré 794 doubles inscriptions sur la liste électorale en ajoutant que le chiffre n'est pas exhaustif. Lors d'une émission sur RTI, l'ex-premier ministre a déclaré que le fichier électoral est infecté de doublons permettant aux électeurs de voter 2 fois. Parlons également des élections en Tanzanie. La Voix de l'Amérique affirme que les tensions montent à Zanzibar avant des élections à l'issue incertaine. L'inquiétude liée à des possibles troubles électoraux est de plus en plus perceptible sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Selon le site, les habitants commenceraient à faire des réserves d'eau et de nourriture en prévision des violences après les résultats. Enfin, Fretmat Info parle de la RDC et les partis d'opposition qui réclament un nouveau calendrier électoral. Dans un courrier, l'opposition rappelle que le 8 septembre, la Cour constitutionnelle avait elle-même appelé à ce que le calendrier jugé intenable soit révisé et qu'un nouvel échéancier soit publié au plus vite. Merci Aimé Catherine Moukouri pour cette actualité cybernétique. Alors Patrick Christian Debord, on se rend compte quand même qu'il y a un problème de calendrier électoral en Afrique qui n'est pas toujours respecté. C'est quand même regrettable pour des pays qui ont quand même eu l'indépendance depuis 1960 et qui organisent régulièrement les élections, que ce soit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avoir un calendrier approprié pour nos élections. Oui, le mot regrettable est peut-être faible, hein, Louis Roger. On a toujours l'impression d'être finalement surpris par des échéances qui sont malheureusement névralgiques pour la survie et la consolidation des démocraties naissantes, n'est-ce pas, dans nos États africains. Et c'est à ce niveau qu'on va se poser la question de la volonté réelle même des politiques, et notamment de ceux qui sont au pouvoir, de jouer le jeu de la transparence
et de garder finalement un environnement pacifique dans tout ce qui est fait. Parce qu'à chaque fois, on a ce problème du respect du calendrier, d'organisation et même du financement de ces élections. On est toujours obligé de se retourner vers les institutions internationales pour avoir qui le financement, qui la capacité de certifier les élections que nous organisons chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec la sérénité et toute la maîtrise nécessaire? Alors nous sortons de cette matinale de l'information avec Elise Bit, avec les nouvelles du Canada. Quoi de neuf? Voilà, le Canada, vraiment, la fin de M. Stephen Harper et 10 années au pouvoir, dans la fin de Parti conservateur. Et c'est une bonne chose pour la démocratie, vous venez de parler. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il a perdu. Il a démissionné à la tête de son parti aussi. C'est une autre leçon aux partis politiques africains. On a les leaders qui sont là 20 ans, 30 ans comme opposants. Il faudra que quand vous perdez les élections, vous partez. La bonne chose avec le nouveau M. Trudeau, le leader du Parti libéral, est que ça va d'abord, c'est l'économie et puis les relations internationales. Ça va changer les rapports entre le Canada et les États-Unis parce que quand Stephen Harper était là, comme il était de droite, donc conservateur, il boudait un peu le démocrate Barack Obama. Donc celui-ci est libéral, donc proche des démocrates, ça va aller. Et puis, en termes économiques, c'est l'austérité contre la non-austérité. Lui, il dit que pour que la croissance économique puisse aller, il faut dépenser. Mais l'ancien Premier ministre était pour l'austérité, donc moins de dépenses. Voilà, merci Elise Smith pour ce brillant commentaire. C'est ici que nous mettons un terme à cette matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.